Imaginez la scène, on est au Qatar, le soleil tape, les deals pleuvent et au milieu de tout ça, il y a un homme en costume trop grand, un brushing inoxydable avec une grosse cravate rouge et une seule obsession, ramener Apple à la maison. Vous avez Donald Trump, plus cow-boy que jamais, qui serre la main d'un émir d'un côté, puis qui dégaine son iPhone de l'autre et le lève bien haut et balance « Tim, t'es mon pote, je t'ai traité comme un roi et toi tu vas construire les iPhones en Inde ?» Tu veux qu'on en parle là tout de suite ou tu préfères que je te colle 150% de taxes dans les dents? Bienvenue dans le nouveau western économique du moment où les cow-boys ne tirent plus des balles mais des tarifs douaniers, où Apple est pris entre un marteau américain et l'enclume asiatique et où Tim Cook essaye désespérément de ne pas transformer l'iPhone 17 en produit de luxe pour oligarches russes. Dans cette vidéo, on va parler de Trump, d'Apple, de guerre commerciale, de relocalisation impossible, de marges qui fondent, de téléphones qui risquent bientôt de coûter le prix d'une Harley. Installez-vous bien, nettoyez vos écrans, gardez votre sang-froid. On part au galop dans une nouvelle chevauchée folle au milieu du Far West financier. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 mai 2025. Je suis Thomas Bayer et il reste 85 jours de moratoire sur les tarifs douaniers entre la Chine et les USA. Mais jusque-là, tout va bien. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le DAX est sans surprise à deux doigts de battre des records absolus, encore une fois. Et pourquoi? Grâce à l'armement. Oui, parce que le nouveau patron de l'Allemagne a pris le micro pour dire qu'il voulait construire l'armée la plus puissante d'Europe. Alors on avait déjà Macron qui était mégalo, maintenant on a Merz qui est mégalo. C'est bien, ça fait plaisir. En gros, ça fait 2 mois qu'on leur a desserré la laisse aux Allemands, c'est le qu'on tient depuis le 6 juin 44, et ils sont déjà en train de rejouer le championnat d'Europe à coups de F-35. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas, aucune idée, mais Rheinmetall flambe, donc tout le monde trouve ça génial, et pendant ce temps-là, les indices, eux, ils refusent catégoriquement de baisser, même si les fameux Magnificent Seven étaient sous pression hier soir, et surtout, il y avait un gros volume de put à 24 heures de l'échéance des 3 sorcières. C'est pas grave, le marché, lui, il vit sa vie et il est inébranlable. Enfin, pour l'instant. Le S&P 500 enchaîne tranquillement sa 4e séance dans le vert, et pendant ce temps, United Healthcare s'offre sa 4e journée de dégringolade, histoire de faire équilibre. Je crois que le titre est en train de récupérer le titre de pire société de l'année, même si la concurrence est rude. Et le Nasdaq, lui, petite pause, après 7 jours à grimper comme un cabri, il rend 0,18%, une véritable chute libre selon certains médias américains. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, les Magnificent Seven commencent à flancher un tout petit peu. Tout d'abord, on a Meta qui a pris du retard sur son moteur d'intelligence artificielle, Amazon, Microsoft et Google qui se sont fait jeter comme des vieilles chaussettes par un hedge fund qu'il a expliqué hier à la conférence Sohn. Et puis, on a Apple. Apple. Alors, Tim Cook se prend des claques en direct sur Truth Social par Donald Trump. Lui-même, oui, s'il faut que ça puisse paraître, Trump a décidé de laisser Powell tranquille pour une fois. Mais on va y revenir. Peut-être qu'il a enfin compris qu'une pomme par jour éloigne le médecin, surtout si tu vises bien et que tu lances la pomme assez fort. Explication de texte sur le sujet d'Apple aujourd'hui. Le président, fidèle à lui-même, veut un iPhone made in America. Un bon gros produit bien patriotique, conçu entre une usine Ford et une douzaine de McDo tout autour, avec l'hymne national qui est joué tous les matins à l'entrée de l'usine. Sauf que Tim Cook, lui, il commence à en avoir juste un petit peu marre de ses lubies présidentielles et il a dit poliment non. S'il vous plaît, mais non, encore une fois. Apple a donc décidé dorénavant de produire la majorité de ses iPhones en Inde. Parce que 145% de taxes en Chine, c'est quand même un tout petit peu trop cher à cause de l'argent. Et ça rend Trump fou furieux. Hier, depuis le Qatar, il l'a dit haut et fort, il n'est pas content. Le hic, c'est qu'un iPhone fabriqué aux USA coûterait environ $3 500 pièce. Oui, 3500. À ce prix-là, on va devoir commencer à vendre nos organes pour pouvoir se permettre de commander l'iPhone 17. Alors oui, Apple promet bien 500 milliards d'investissements aux USA et 20 000 embauches. Mais c'est des jobs de développeurs. Des mecs qui font du PowerPoint sur l'intelligence artificielle, pas des monteurs de smartphone. Du coup, résultat, relocaliser, c'est beau sur le papier, mais en vrai, ça coûte un bras. Rien que de déplacer une partie de la production vers l'Inde et le Vietnam, ça rajoute déjà 900 millions de frais supplémentaires pour le trimestre. Donc non, Apple ne peut pas faire plaisir à Trump. Mais Trump, lui, il s'en fout.
il a un nouveau punching ball et il va s'en servir. D'ailleurs là, on sent bien venir le jour où il va déjà coller 150% de taxes sur tout ce qui vient d'Inde, histoire de forcer la main à la société de Cupertino. Donc Apple reculait de 0,9% hier, il n'y a pas de panique à bord, c'est pas la fin du monde, mais ça sent quand même le début d'un nouveau round dans la guerre commerciale. D'un côté, Trump veut des iPhones aux couleurs du drapeau américain, et de l'autre, Cook, lui, il veut sauver ses marges, et il se dit que l'argent n'a pas d'odeur, peu importe la région d'où il vient. Et puis au milieu de tout ça, vous avez un téléphone qui vaudra bientôt le prix d'une Harley, et sont les options. Pendant que Cook faisait diversion et se prenait le Friendly Fire, eh bien on a eu le chef de la Fed qui en a profité pour prendre la parole pendant que Trump l'écoutait pas, ou en tout cas donnait pas l'impression de l'écouter. Ça fait 4 jours qu'on attendait son grand discours, 4 jours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien, absolument rien, nada, que dalle, du vide, un Lex 2000 en cravate. Si Powell était un animal, ça serait un paresseux, si c'était une voiture, ça serait une Zoé. Ce gars pourrait endormir une bande de politiciens sous cocaïne. Il a carrément ressorti sa boule de cristal et a annoncé qu'on entrait dorénavant dans une ère d'inflation plus chaotique. Merci, ça on avait remarqué depuis un moment que c'était chaotique, quelque chose comme 35 ans. Bref, le monde change depuis 2020, donc la Fed aussi, taux plus haut, moins de QI, des turbulences en vue, comme l'a dit Powell. Il a parlé de rendre la politique monétaire plus lisible, plus symétrique, genre on réagit à la hausse comme à la baisse de l'inflation. Passionnant jusque-là. En clair, aucune info sur une éventuelle baisse des taux. Trump a dû hurler dans son avion. Il a probablement dû envisager d'éclater son iPhone contre un hublot. Bon, puis après, il s'est rendu compte que ça valait quand même 3500$. Bon, entre vous et moi, Powell, il sait que son mandat s'arrête dans un an et on a l'impression qu'il veut juste tout faire pour rendre Trump complètement foudrage. Et au vu de la tournure des choses, il ne serait même pas étonnant que Trump le débarque plutôt pour le remplacer par Kevin Warsh, un autre qui rêve d'une Fed version minimaliste, sans fioritures, sans mission sociale, juste avec un gros bouton rouge marqué inflation, à presser en cas d'urgence. Alors tout ça n'est pas encore d'actualité, bien sûr, on a déjà parlé de ce sujet sur cette chaîne, mais ça sera pas simple. Mais la semaine dernière, à Stanford, il faut quand même noter qu'il y avait une conférence sur le thème Finishing the Job, ce qui aurait été drôle si le job n'était pas si proche du dernier Mission Impossible. Mais une chose est certaine, le modèle Greenspan, Bernanke, Yellen, Powell arrive à bout de souffle et on s'apprête à lui couper les ailes, pour pas dire autre chose, moins d'activisme et plus de minimalisme. Dans la salle, tout le monde est allé de son couplet pour dire que le pilotage économique à vue, ça ne marche plus. Et certains veulent des règles claires, comme sur les autoroutes, et d'autres voudraient juste comprendre ce que veut faire Powell. Et puis en interne, ça sent la réforme et la retraite pour Jérôme Powell, bien sûr, avec Kevin Warsh qui piétine en ligne de mire à l'entrée. Le type rêve d'une Fed version anorexique. Le problème, c'est que entre la stagflation qui gâte, Trump qui balance ses surtaxes et une inflation qui fait le grand écart, l'économie, elle veut toujours un pilote. Elle en a besoin. Mais bon, si Powell ne finit pas le job, on le virera avant l'atterrissage, on lui filera un parachute, ça fera de la place dans le cockpit, et puis il restera plus qu'à trouver un pilote dans l'avion. Et de ce côté-là, pas de souci, parce que Warsh est en train de finaliser ses heures de vol pour sa licence de pilote de ligne et de finir sa pratique IFR. Et puis du côté macro, Powell n'était que la cerise sur le gâteau, parce qu'on a aussi une belle brochette de chiffres économiques, le PPI d'avril, moins 0,5% en surface, cool, mais en version core, c'est plus 0,4%. Traduction, l'inflation est toujours là, planquée sous le tapis, prête à bondir, et les premiers frissons made in Trump and tariff commencent à se faire sentir. Enfin, c'est le sentiment que ça donne. Mais on s'en foutait. C'était pas grave parce que c'était en dessous des attentes, alors tout va bien. Les ventes de détail, plus 0,1%, autant dire rien. Apparemment, les Américains ont anticipé le truc, ils ont vidé les stocks de voitures d'occasion le mois dernier pour éviter les hausses de prix. Résultat, calme plat. Côté emploi, 229 000 demandes de chômage complètement stable. Donc en résumé, entre une conso qui tousse, une inflation schizophrène et un Powell qui parle de chaos en souriant, on se croirait dans une série Netflix produite par la Banque centrale avec un scénario Made in China. Du côté de Walmart, puisqu'on parle toujours de vente de détail, on a sorti des chiffres solides, bénéfices au-dessus des ventes, en hausse encore une fois, guidance confirmé, assez étonnant, mais l'action a démarré la séance avec moins 5%. Alors pourquoi? Parce que les tarifs douaniers foutent un bordel monstre dans les prévisions. Pour changer, le CFO parle d'incertitude énorme, traduction, on croise les doigts, et les imports coûtent plus cher, donc les prix vont monter. Jouets et électroniques à cause de la Chine, et même les bananes devraient prendre l'ascenseur
ascenseur à cause des taxes au Costa Rica. Quoi qu'il en soit, Walmart fait tout ce qu'il peut pour aider le consommateur, sourcing local, modification sur les matériaux de base, des hausses discrètes, mais avec des marges fines comme des tickets de caisse, il n'y a pas forcément de miracle. Le titre s'est repris en fin de séance, et comme je le disais, ce marché est incroyablement solide, ou alors complètement sous hypnose, ça reste à déterminer. En Asie, le Japon a annoncé un PIB en baisse de 0,7%, c'est pire que les attentes qui étaient de moins 0,2%. On parle donc de récession et du fait que la BOJ est pas prête de monter les taux. Dans la région, il y a aussi Alibaba qui a foiré son trimestre, c'était hier, avec un cloud en berne et des déceptions sur les chiffres. Et puis au chapitre du pétrole, c'est toujours la même chanson, un deal avec l'Iran pourrait faire baisser les prix, le baril est à 61,73. Et là, clou du spectacle, vous avez Goldman Sachs qui s'est amusé à analyser les posts sur les réseaux sociaux de Trump pour déterminer le prix idéal du baril pour lui. Sérieusement, si, sérieusement. Alors leur conclusion, on laisse totalement rêveur. Trump voudrait un baril entre 40 et 50 $, sauf qu'il en voudrait aussi un à plus de 65 pour relancer le forage. C'est assez logique, mais c'est pas super facile à obtenir. La prochaine fois, Goldman Sachs va peut-être décrypter les textos pour savoir si le Bitcoin va à 150 000 et lire l'avenir de Tesla dans la ponce de brebis farcie. Autrement, Foot Locker et Dick's Sporting Goods ont officialisé leur deal. Le Wall Street Journal est donc définitivement bien informé, ou alors ils sont insiders, mais comme la SEC est occupée ailleurs, c'est pas grave, elle est occupée ailleurs parce qu'elle s'occupe de Coinbase qui venait de fêter son entrée dans le S&P 500 et qui s'est pris un double whammy, cyberattaque à 400 millions de dollars et enquête de la SEC sur ses stats d'utilisateurs. Le titre perdait 6% after close, des employés virés et une gueule de bois en majuscule. Trump, lui, boucle son tour du Moyen-Orient avec les valises pleines de deals. Il aurait obtenu le plus gros engagement d'investissement étranger jamais signé par un président américain. Même Wall Street a recraché son café ce matin pendant que les démocrates finissaient de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre pour fêter ça. Autrement, United Health perdait 11%, pire perf du Dow Jones, suspecté cette fois de fraude à l'assurance médicale, ça continue dans la tourmente. Chez Holcim, on apprend que le spin-off de sa filiale nord-américaine Ambrail sera coté à Zurich dès le mois de juin, elle intégrera directement le SMI, mais temporairement. Et pour finir, aujourd'hui, on aura le trade balance européen, les prix à l'import-export aux États-Unis et l'indice bidon de l'Université du Michigan. Et comme c'est jour d'échéance option, tout le monde retient son souffle, enfin, et surtout si Trump ne balance pas un tweet qui fait exploser la planète d'ici là. Du côté du sentiment de l'investisseur et de son niveau de trouille, la volatilité est à 17,83, Greed and Fear Index est à 69, tout est calme, peut-être trop calme. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve demain pour Swiss Bliss, comme d'habitude. Et d'ici là, vous connaissez la procédure. D'abord, vous vous abonnez à la chaîne Swissquote en français, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Bull Live en bonne et due forme. D'ici là, profitez bien du week-end et à demain ou à lundi. Bye bye.